de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. On ne se suicide pas parce que la vie est absurde ou parce qu'on est abandonné. Ces raisons-là viennent après, écrivait Jean-Marie Leclésio dans L'extase matérielle. Des raisons, Dieu sait qu'on en cherche lorsqu'un proche meurt trop tôt. Et pire, quand il ou elle met fin à ses jours, comment imaginer accepter actes plus absurdes pour ceux qui restent ? Alors on retrace toute l'histoire dans sa tête. Qu'aurais-je pu faire pour lui, pour elle, pour éviter cela ? Pourquoi ? Comment un tel acte a-t-il pu se produire ? Comment, au fond, surmonter un suicide dans sa famille ? On en parle aujourd'hui avec mes 3 invités dans cette émission En quête de sens. J'ai la grande joie d'accueillir Perrine Laurent. Bonjour Perrine, bienvenue. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir. Vous avez vous-même donc perdu votre frère aîné, c'était en 2022. Vous en avez fait un livre, on va voir, un livre-thérapie, point d'interrogation, sous un pseudonyme, donc Apolline Sisters, puisque vous avez une jumelle. Oui. Voilà, ça s'est produit, ce suicide la veille de votre anniversaire, la veille de vos 42 ans, c'est bien ça. Toutes ces choses qu'on n'aura pas vécues ensemble chez Libri Nova. Alors, on précise que vous êtes vous-même maman de 2 adolescents, oui. C'est ça. Donc, ce qui nous prouve pourquoi ça nous intéresse que la vie continue, malgré tout. C'est Exactement. Ça, Apolline, j'allais vous dire. Perrine ? Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai voulu transmettre dans ce livre. Parce qu'on pense que ça n'arrive toujours qu'aux autres, jusqu'à le jour où ça nous est tombé dessus. Enfin, je vais être claire que jamais j'aurais pensé que mon frère passe à l'acte. Et c'est un peu pour ça que je suis là aussi, pour briser les tabous, en fait. Parce que c'est brutal, violent, fatal. Et je pars du principe qu'en parler, c'est peut-être éviter à certains de passer à l'acte. Et écrire a été une thérapie, en fait. Donc, si je peux aussi aider certains auditeurs... Pour moi, ça a été salvateur d'écrire. Déjà, c'est un peu un livre en hommage à Julien, un témoignage. Et ça a été vraiment salvateur. J'y ai versé énormément de larmes, mais en même temps... En l'écrivant ? En l'écrivant, bien sûr. Ouais. Ça m'a aidé à libérer cette tristesse et cette colère, en fait. Parce qu'on passe par un vrai cycle de deuil. Montagnes russes. Les montagnes russes émotionnelles, oui. Nous sommes également en compagnie de Maëlys Pirot. Bonjour Maëlys. Bonjour Marie-Ange. Ravie de vous recevoir. Vous êtes praticienne en thérapie brève et hypnothérapeute. Alors, c'est un peu trop vite dit. Thérapie brève, le mode Palo Alto, c'est ça ? C'est une thérapie de type... Oui. Comment on dit, cognitive, comportementale et cognitive, c'est ça ? Oui, une approche pragmatique qui nous vient des États-Unis. Donc, on appelle ça l'école de Palo Alto, qui est issue un modèle de thérapie issu du Mental Research Institute situé à Palo Alto. D'accord. Où on va s'intéresser à comment la souffrance est maintenue, entretenue, pour pouvoir en sortir, en explorant les relations et les tentatives de solutions qui, malgré l'intention de bien faire, parfois enferment dans le problème. Ouais. Voilà. Et nous sommes enfin en ligne avec Afaf Hanbali. Bonjour Afaf. Bonjour. Vous qui êtes autrice, thérapeute, formatrice spécialisée en hypnose, mais aussi en constellation familiale et systémique, en accompagnement transformatif. Alors, vous qui travaillez sur, si je comprends bien, ce qu'on appelle vulgairement les arbres, les constellations familiales, que vous évoque effectivement, d'abord au niveau de la date, c'est quand même stupéfiant. Alors, je sais qu'il y a des coïncidences dans la vie, mais c'est quand même stupéfiant, ce départ, voilà, ce suicide du frère de Perrine, la veille de son anniversaire, Candy, voilà, spécialiste des constellations familiales. Justement, on a travaillé ensemble avec Perrine sur ce sujet parce que ce n'est pas anodin. Les dates, nous, on s'y intéresse beaucoup, donc en constellation familiale, en psychogénéalogie de manière générale. Donc, les dates ont énormément d'importance. Donc, le fait que ça soit à la même date ou même approximative va créer encore plus de liens parce qu'on ne peut plus penser à son anniversaire, on ne peut plus le fêter comme avant. Et puis, au-delà de ça, avec ces implications qui peuvent être encore plus fortes avec le défunt. Déjà que le suicide, de manière générale, ce n'est pas une période facile à vivre, ce n'est pas un événement anodin pour une famille, mais lorsqu'en plus de cela, on est dans des événements importants, ça peut être Noël, ça peut être des dates importantes, des anniversaires, ça peut être des fêtes de famille programmées, ça a encore plus d'impact.
Perrine, effectivement, oui, pardon. Non, après, je me permets Le comble, c'est que, très honnêtement, à FAF, alors la première année, bien sûr, ça a été horrible, la première année de mon anniversaire, mais aujourd'hui, j'ai plus de souffrance au mois de mai, parce qu'on avait déjà perdu notre papa, et en fait, mon frère et mon père, et tous les deux, étaient 2 taureaux du mois de mai, du 9 et du 12 mai. Donc, en fait, parce que j'ai encore ma maman, donc maman, ma sœur et moi, là où on souffre plus, c'est au mois de mai, en fait. Que mon anniversaire, j'essaye de garder parce que je suis quelqu'un quand même qui aime la vie vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis de mon entourage. Je l'ai fêté l'année dernière, en 2024. Je veux quand même que mon anniversaire reste festif. Ouais. Alors, je ne le fête pas le jour J, mais je veux que mon anniversaire reste quand même assez festif. Alors, parlons du jour J. Après, je reconnais, j'en parle dans le livre, ce fameux 2 juillet 2022 où je me suis retrouvée à organiser un enterrement pour mon frère, à aller acheter des fleurs pour l'enterrement de mon frère, alors que c'était le jour de mon anniversaire et c'est moi qui aurais dû recevoir des fleurs. Mais je n'ai pas eu de colère envers Julien, en fait. J'ai eu énormément de tristesse, mais moi, je n'ai jamais eu de colère envers Julien. Je n'ai jamais eu de colère envers Julien. Parce que c'est comme si je savais que Julien souffrait beaucoup, c'est comme si j'avais compris son acte. J'ai eu beaucoup de tristesse, j'ai eu beaucoup de mal à passer à la tristesse. J'ai eu de la colère, j'en parle, envers d'autres personnes, envers ma maman, envers la psychiatrie, envers moi-même, de ne pas me rendre compte qu'il était aussi mal. Mais j'ai jamais eu de colère envers Julien, moi. Jamais, ça c'est vrai. Même si, s'il est décédé la veille de mon anniversaire, comme dit Afab, je suis d'accord. Moi, je n'ai pas eu de colère envers Julien par rapport à ça, en fait. Le jour J, vous apprenez la nouvelle. D'abord, vous êtes... où est-ce que vous êtes à ce moment-là, quand vous apprenez ? Je crois que vous êtes... Je suis au travail, à Palaiseau. Je suis au travail à Palaiseau, maman m'appelle, je devais partir au Mexique. J'avais des valises pleines pour partir 15 jours au Mexique, rejoindre ma sœur jumelle. Et j'y croyais pas, en fait. Je sens maman, parce que maman n'est pas du genre à m'appeler quand je suis au boulot, c'est entre midi et 2. Vous le sentez pas déjà ? Je sens pas, elle m'annonce un drame. Au départ, je pense à quelqu'un d'autre, à des oncles qui sont peut-être... Et là, elle m'annonce que c'est mon frère, mais je suis dans le déni le plus total. Enfin, il souffrait, vous disiez, quand même ? Oui, ça faisait depuis 2019 que Julien avait été voir un psychiatre et qu'il était un peu sous médoc. Je sentais, on en avait parlé avec Afaf et Malice, que je sentais que Julien était dans une autodestruction depuis 2 ou 3 ans. Et que moi, je n'arrivais plus à l'aider. Que là-dessus, Afaf et Malice m'avaient toujours dit, Perrine, c'est ton frère, laisse-le faire son propre chemin, tu as ta vie aussi à penser. Ouais. Donc, je reconnais que je n'arrivais plus à aider. Mais Julien, oui, ça faisait 2 ou 3 ans qu'il n'était pas bien, vraiment. 3 ans, je dirais. 3 ans. Ouais. Justement... Et comme je disais au départ, jamais j'aurais cru que Julien passe à l'acte. C'est ça qui est dramatique. En fait, le suicide, c'est le plus absurde des événements, parce que là, on parle de la famille aujourd'hui, Maëlys Pirot et Afaf Hanbali. Maëlys Pirot, il n'y a pas plus absurde. Il n'y a pas plus absurde parce qu'on peut parler aussi de la maladie infantile, on peut parler du décès aussi d'un enfant de façon naturelle. Mais le suicide, ça rajoute encore quelque chose d'absurde, scandaleux d'une certaine façon. C'est l'ultime renoncement. L'ultime renoncement. Ouais. La personne renonce, elle abandonne. C'est le dernier renoncement. La personne qui se suicide va renoncer à différentes choses. Elle se replie. Elle s'isole. Et finalement, elle finit par démissionner. C'est sa solution, en fait. Elle ne se sent plus capable de faire face à... Elle est toute petite au pied de la montagne. Elle n'arrivera jamais à gravir la montagne. Et elle renonce. Ouais. Et elle renonce à vivre, en fait. Mais là, il y a de quoi te faire culpabiliser toute la famille à ce moment-là. Si c'est un renoncement, c'est comme si vous n'avez pas compris ce que je vivais, donc je mets fin à mes jours. Est-ce que c'est ça, finalement, en résumé, ou pas ? Ça peut être ça. Oui, ça peut être ça. Alors, il y a évidemment souvent de la culpabilité dans l'entourage, mais pas toujours, en fait. Ah, ouais. Si, ouais, ça revient. Si je peux me permettre, ce livre m'a un peu sauvée. Je ne sais pas si les auteurs le voient. Christophe Forêt. Après, un spécialiste de tout ce qui est le deuil. Il parle du gouffre de la culpabilité. Il fait tout un chapitre parce que c'est vrai que moi, ça m'est revenu comme un boomerang. Bien près de votre micro, Perrine. Tous mes amis m'avaient dit, surtout Perrine, tu as fait ce que tu as pu, ne culpabilise pas, les amis d'enfance. Et en fait, ça nous revient comme un boomerang. Oui. On se fait le film, mais on se fait plus de mal à soi-même, en fait, de faire ça. Mais on se refait le film en sens inverse, à se dire, et si, comment j'ai pas pu voir c'est ça. Oui. Ça, je crois, enfin, à moins d'être un robot, quand on est humain, je pense que tous, on passe par de la culpabilité, non ? Enfin, je sais pas, l'entourage. Il y a souvent énormément de culpabilité. Alors là, c'est intéressent. Parce que c'est pas la maladie, c'est lui qui, effectivement, c'est la personne qui se donne la mort, effectivement. Qui choisit. C'est un renoncement, quand vous le disiez. Elle choisit. Et c'est vrai que très souvent, il y a une très très grande culpabilité de la part de l'entourage. Oui.
Et souvent, l'entourage, et même soi-même, on va lutter contre cette culpabilité. Or, cette culpabilité, l'entourage va dire « mais non, mais t'aurais pu rien faire, de toute façon, il avait décidé, etc. » Donc ça va être la tentative de solution de l'entourage pour apaiser la culpabilité. Or, ce qui va apaiser la culpabilité, c'est finalement de la vivre et de la traverser. Ouais. Alors, il y a de la traverser par l'écriture, par l'art-thérapie, par différents moyens. Et c'est une fois qu'on est allé au bout de cette culpabilité qu'on s'en libère. On s'en libère vraiment ou pas ? On s'en libère au bout, parce qu'aujourd'hui, avec 2 ans de recul, grâce au travail thérapeutique que j'ai fait essentiellement avec AFAP, je pars du principe qu'aujourd'hui, mon frère, il est mieux là où il est. Julien est mieux là où il est. Il était tellement torturé. Ça vous a aidé de vous dire Ça m'a aidé. Julien, aujourd'hui, il est mieux là où il est. Et en fait, vu que je crois en Dieu, je crois en un après, il est là, il est encore là, il est différent, mais encore là, et il nous protège différemment, en fait. Vous pensez à lui tous les jours ? Peut-être pas tous les jours, on s'en veut à culpabiliser, mais parfois, quand on est dans notre roue du hamster du boulot, je dis « c'est vrai qu'il est parti. Non, mais je me suis vue penser à ça. C'est vrai que Julien est plus là, et je pense plus à lui. » Du coup, il y a une forme de culpabilité, parfois à l'inverse de... Non, pas tout. Au tout début, oui. J'en parle de ça dans mon livre. Je n'arrivais pas à décrocher de penser à lui, on va dire, la première année. Pendant une année entière. Pendant facilement une année, voire une année et demie. Ouais, comme je dis, il m'a fallu plus de 2 ans pour accepter. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il est là, en fait. Quoi que je vive, là, j'ai envoyé des SMS à des amis avant de venir à cette radio. J'ai dit, Julien, il sera là. Il est là, il nous écoute. Ouais. Voilà, après, chacun ses croyances. Il y a on l'entend pas, mais moi, je crois à ça. Et c'est ça qui m'a aidée à tenir, en fait. Afaf Hanbali, peut-être une réaction à ce qui a été échangé. Après, j'ai une question, mais peut-être une réaction à ce qui a été dit jusqu'à maintenant entre les deux. Par rapport à la culpabilité, moi, mon travail, ça va être plutôt d'insister sur le fait que la personne puisse vivre pleinement sa tristesse, mais sans culpabilité, justement. C'est bien, le culpabilise, c'est quelque part, je me mets à la place de Dieu. Donc je me dis, j'aurais pu faire en sorte que les choses changent, que Julien, ou que mon enfant, mon frère, ma sœur, mon parent puissent avoir un autre destin. Et donc en culpabilisant, je n'honore pas le destin de la personne. Donc l'idée, c'est vraiment pouvoir honorer, accepter son destin, mais par contre, ce qui est crucial, c'est de vivre pleinement sa souffrance. Ne pas vouloir à tout prix, rapidement, aller bien. Se dire, OK, il va falloir que je dépasse rapidement cette souffrance. Non, la souffrance, il va falloir bien la vivre. Et c'est quand la vivons bien qu'on peut réellement accepter la séparation et lâcher prise. Ouais, c'est intéressant parce que Maëlys Pierrot, vous qui travaillez sur le maintien de la souffrance, enfin justement, vous aidez vos patients à ne pas maintenir, à ne pas rester dans cet état de souffrance. La souffrance fait quand même partie de la vie. Et puis il y a des allers-retours, on imagine aussi. Enfin, j'imagine, ça c'est Perrine qui pourra nous en parler, mais en règle générale, on traverse tous plus ou moins cela. On a tous des traumatismes d'enfance, on vit tous des choses plus ou moins difficiles dans nos vies. Et puis voilà, et parfois les mêmes souffrances, les mêmes souvenirs reviennent. Et alors on souffre à certains moments et on ne contrôle pas forcément. C'est aussi des émotions qui reviennent au galop. Exactement. On ne contrôle pas les émotions. Et donc les émotions arrivent comme une vague en fait. Et moi, la métaphore que j'utilise souvent avec mes clients, avec mes patients, c'est de surfer sur la vague, aller dans le sens de l'émotion pour finalement qu'elle passe plus en douceur que si on tente de lutter. On ne peut pas lutter contre une émotion. Lutter contre une émotion, c'est la contenir. Si on contient une émotion, elle va mettre beaucoup plus de temps à se réguler. Et c'est pour ça que aller dans le sens de la souffrance, oui. Et moi, j'invite les personnes à aller aussi dans le sens de la culpabilité, ce qui peut paraître paradoxal. Mais si la personne accepte pendant un temps, ça dure longtemps, pendant des mois et peut-être même des années, d'être coupable, de ressentir de la culpabilité, de vivre sa culpabilité, de l'écrire, d'en faire quelque chose, de réparer. Ce qui aide à soulager la culpabilité, c'est souvent de réparer. De faire quelque chose, d'être dans le bénévolat, d'être dans le partage. Et ainsi, on s'apaise de sa culpabilité. Ouais.
Justement, Perrine Laurent, ça me parle, ça. Oui, c'est vrai que ça me parle, parce que j'ai le sentiment, de par mon livre, Ton père d'être là à la radio, j'ai le sentiment un peu de faire vivre Julien, c'est faire vivre les absents dans la mémoire des présents, et c'est comme si inconsciemment, oui, il y a une forme, ça me fait déculpabiliser de ne pas, peut-être de pas avoir été assez là pour lui à la fin, en fait. Où j'avoue que c'était tellement un puits sans fond que je n'arrivais plus à l'aider, en fait. J'avoue, je n'arrivais plus. Il y a une forme de libération ou pas? Ou c'est dur Si, il y a une forme de libération, oui, je pense un peu... oui, il y a une forme de libération, mais même chez lui, c'est pour ça, parce que comme on dit, quand quelqu'un est décédé, paix en son âme, c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de colère envers la psychiatrie, où en France, on a tendance à soigner les malades par des médicaments. Or, Julien, oui, peut-être qu'il avait besoin un peu de soupape, un peu de béquille, un peu de médicaments une période, mais c'est l'âme qui souffre, c'est l'âme de la personne. Et là-dessus, moi, je crois plus aux médecines asiatiques, où ils prennent les humains dans leur ensemble. On n'est pas... Il y a un corps, une tête et une âme. Et oui, c'est du plus profond de son âme que Julien souffrait. C'est pour ça que je m'étais connectée avec Afaf, parce qu'Afaf avait senti. Je veux pas dire, Afaf avait senti que Julien allait partir. Et voilà, c'est du plus profond de son âme qui souffrait. Ouais. La quête, Jacques Brel, et nous nous retrouverons juste après. À tout de suite. Magnifique, Jacques Brel sur Radio Notre-Dame et RCF. Comment surmonter un suicide dans sa famille? On en parle avec Perrine Laurent, qui a elle-même perdu son frère aîné en 2022, qui a mis fin à ses jours. Elle qui est maman maintenant de 2 adolescents, qui a écrit donc son histoire de la même façon. Toutes ces choses qu'on n'aura pas vécues ensemble, Apolline Sisters, voilà le pseudonyme derrière lequel vous vous cachez à peine, chère Perrine Laurent. Merci en tout cas de nous faire partager un peu tout ce que vous avez vécu à travers ce drame. Afafan Bali est avec nous en ligne, auteure, thérapeute et formatrice spécialisée dans les constellations familiales et systémiques. Et Maëlys Pierrot, qui est praticienne en thérapie brève et hypnothérapeute, qui suit l'école Palo Alto. Comment cesser de maintenir cette souffrance qui peut nous ronger. C'est bien de laisser aller, de traverser, comme on dit, la souffrance, mais de ne pas s'y complaire. Ça, c'est tout un art, évidemment, et puis ça demande des années, du temps, de la patience et du courage, évidemment. Et ça, Perrine Laurent en a, du courage. Vous qui... Finalement, vous êtes reposé sur les souvenirs, c'est ça? Ça a été une partie de votre chemin de résilience? Oui. Se rappeler des souvenirs communs, des souvenirs d'enfance avec Oui, votre frère. Exactement, parce qu'on n'avait que 2 ans d'écart. J'ai mis beaucoup de temps à parler de Julien au passé. Après son décès, je n'arrivais pas. Pour moi, c'était Julien et. Je n'arrivais pas à dire Julien était. Parce qu'on est 3 enfants et 3 rapprochés. J'ai une sœur jumelle et Julien avait juste 2 ans de plus que nous. Et c'est vrai qu'on a vécu des souvenirs d'enfance quand même. On a eu une belle enfance, sûrement assez gâtée, jamais manqué de rien, etc. Mais comme quoi, ça fait pas tout. Des parents qui ont de l'argent, ça fait pas tout. C'est ce que vous dites dans le début du livre. C'est ce que je parle du livre. Les vacances à la neige, à la mer, on voit le cliché, quoi. Mais c'est ça. C'était fort heureux. Mais finalement, il y avait un mal-être au sein de même, Qu'est-ce que chacun de ce mal-être? Finalement, s'il fallait... je crois au poids des aïeux, en fait. C'est notamment ça qui m'a guidée vers Afaf pour travailler en constellation familiale. En fait, j'ai un grand-père qui a vécu la guerre 39-45, Papy Laurent, parce que mon nom de famille, c'est Laurent. Vraiment, guerre 39-45, vraiment, il s'est fait balafrer par les Allemands. Il avait une balafre des Allemands. J'aurais pu ne jamais naître, en fait. J'ai un papa qui était né en 49, né post-guerre. Et mon père est décédé le premier de la fratrie de 3 garçons. Il a ses 2 grands frères qui sont encore en vie. Et papa est le seul qui a fait une longue maladie et qui est décédé. Donc en fait, j'ai lu le livre « Aïe mes aïeux » de Anne Ancelin Chivandier. Comme quoi, en fait, on porte le poids de nos aïeux, en fait. Et que parfois, on porte des loyautés invisibles qui ne nous appartiennent pas. Et qui font qu'il y a des drames qui arrivent dans la famille suite à des conflits de loyauté. Quand vous traduisez justement le fait que votre grand-père ait été balafré par les Allemands, en quoi ça a un lien? Eh ben, en fait, dans ce livre, Aïe mes aïeux, c'est ce qu'il dit. C'est pas la personne qui vit le stress en tant que tel, qui vit le traumatisme, parce que ce grand-père est décédé à 90 ans, toute sa tête, etc. Il fait porter ces stress post-traumatiques à ses descendants. Et quand il y a des passages du livre qui nous ont parlé, à moi et ma sœur, parce qu'après le décès de Julien, le suicide de Julien, jamais on aurait cru vivre un suicide dans notre famille, on a eu besoin de travailler sur nous, parce qu'en plus on est maman que des garçons, on fait que des garçons dans la famille, c'est ça le truc de dingue.
on a eu peur que cet acte soit retransmis auprès de nos enfants. Donc, on a voulu couper toutes ces loyautés invisibles, éventuelles, et tous ces, entre guillemets, liens toxiques, entre guillemets, qu'il pouvait y avoir avec nos aïeux. Maëlys Pierrot, il y a une sorte de honte aussi. On a parlé de culpabilité. Il y a une forme de honte aussi à reconnaître que oui, par exemple, quand on est... Alors là, on n'a pas une maman, on n'a pas votre maman, Perrine, mais la maman de ce garçon, de Julien, il y a une forme de honte. Oui, ça peut arriver, ça arrive, la honte, et c'est quand même... une mauvaise mère, quoi, oui, finalement. Oui, et puis c'est tabou. C'est tabou, le suicide. Je rappelle que c'est quand même, jusqu'à preuve du contraire, alors, ça l'était, un péché. Je crois que maintenant, c'est modéré par l'Église catholique, mais il me semble bien que ça l'était jusqu'à un certain... jusqu'à récemment. Oui. Donc, c'est pas par hasard. C'est tabou. C'est tabou pour les proches, et c'est tabou aussi pour les personnes un peu plus éloignées, qui n'osent pas en parler, qui n'osent pas aussi prononcer le mot suicide. Et dans ton livre, Perrine, tu racontes un repas, le repas d'anniversaire de ton frère, qui n'était pas là, évidemment, mais que tu avais organisé, parce que j'espère qu'on reviendra sur l'oubli aussi, la question du souvenir et de l'oubli. Ouais. Et tu es bouleversée au cours de ce repas, au début en tout cas, parce que finalement, on ne parle pas de ton frère. Et évidemment, ça te bouleverse. Tu l'exprimes très bien, très joliment. C'est très bien raconté. Merci. Et parce qu'en fait, pourquoi les amis de ton frère n'en ont pas parlé à ce moment-là? Parce qu'ils ne savaient pas, en fait. Ils ne savaient pas s'ils pouvaient en parler, s'ils devaient en parler. Ils n'avaient pas trouvé les mots. Les personnes sont gênées. Oui, c'est vrai. Les personnes sont gênées. Les personnes sont gênées. Et c'est pour ça que je suis là aussi, si je peux me permettre, Marie-Ange. C'est qu'en effet, j'ai senti, ma sœur, je vais parler aussi au nom de ma sœur, même si elle vit à Mexico, mais toutes les deux, une fois que notre entourage amical, mais plus lointain, a su, on sentait que les gens nous regardaient différemment. Et moi, je ne voulais pas. Ça fait entre guillemets partie de mon ADN. Comment? Ils vous méprisaient? Non, au contraire, mal à l'aise ou un peu de pitié. Ouais. Et je voulais pas qu'on me regarde différemment sous prétexte que mon frère s'est suicidé, en fait. Oui, entre guillemets, ça fait partie de mon ADN. En plus, j'aimais beaucoup Julien. Il y a un amour inconditionnel de frères et sœurs. Mais que non, je voulais pas qu'on me regarde différemment sous prétexte que mon frère s'est suicidé, en fait. Ouais. Et votre sœur, vous n'avez pas beaucoup parlé. Comment a-t-elle réagi, elle? Parce que c'est difficile à parler au nom de quelqu'un d'autre. Je veux pas trahir ses paroles, mais... Charlotte, je pense que ça a été plus fatal, plus violent, parce que Charlotte vit au Mexique. Donc en Mexique, France, et moi, je me suis retrouvée, j'en parle de ça, je me suis retrouvée confinée avec mon frère en 2020. Donc même si je voyais que Julien était pas, on a vécu des moments forts ensemble. C'était confiné avec lui quelques temps avant. Tous les deux, on était les rebelles de la famille, donc les deux enfants divorcés avec enfants. Donc du coup, parce que Julien a laissé des enfants. Et donc moi, j'ai vécu quand même que Charlotte, son frère est décédé. Ça a été, je pense, violent fatal. Jamais. Elle savait que Julien n'était pas bien. Mais je pense que... loin, donc c'est encore plus culpabilisant peut-être pour elle aussi. Voilà. Que moi, malgré ma tristesse et toute la douleur, c'est comme si j'étais pas si étonnée que ça arrive. C'est ça qui est dingue, qui est paradoxal en fait dans l'histoire. Ça vous a pas étonné? Voilà, exactement. Parce qu'il y a une forme de soulagement chez lui en fait. Et votre ça mère? Que j'ai senti. Maman, comme vous parliez tout à l'heure, oui, maman, il y a une forme de honte, de gêne. Moi, j'ai eu beaucoup de colère envers ma maman. Après, elle a de la colère envers son fils encore aujourd'hui. Mais c'est sa colère à elle. Vous lui en voulez de ne pas avoir géré? Oui, il y a une période où j'en ai voulu. Maintenant, après, j'ai fait mon mea culpa. Je pense que maman, elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle a reçu de ses propres parents. Hein. C'est toujours pareil. Mais elle avait sa manière à donner de l'amour. Maman, c'était par la nourriture. On est une famille très pudique, vous savez, où on se prend jamais dans les bras. Et j'ai beaucoup eu de colère envers maman par rapport à ça. On a trop manqué d'amour, d'embrassades, de câlins, de quoi que ce soit. Et moi, je suis une maman poule. Oui, c'était les bons repas. Et je pense que Julien a souffert quand même un peu de ça, du manque d'amour. On vient d'une éducation très stricte, en fait. Ouais. Très stricte. Afaf Hanbali, tout à l'heure, on a parlé effectivement de ce lien avec ce grand-père, ce choc post-traumatique rité, éventuellement. Alors, on parle au conditionnel, c'est quelque chose que vous connaissez bien, ce genre de répétition de schéma ou d'effet, d'impact sur les générations qui suivent le fameux... Oui. On observe très régulièrement en constellation familiale. Notamment parce que c'est l'outil que j'utilise, qui a vraiment ces répétitions
ça peut être mal-être, mais ça peut être aussi... C'est pour ça qu'on parlait en tout début de date d'anniversaire. C'est que les dates d'anniversaire aussi, on peut réaliser dans certains cas, dans certaines familles, qu'à chaque date d'anniversaire, prenons le 15 mars, à chaque 15 mars, il va y avoir un événement dramatique qui peut se dérouler dans une famille. Et ça, pendant des générations. Mais sauf erreur de ma part, ça on peut le trouver aussi dans certains passages de la Bible, où il parle jusqu'à 3-4 générations, il peut y avoir ce type d'héritage dans une famille. Et c'est assez intéressant parce que ça permet, une fois qu'on en prend conscience, on peut dénouer beaucoup de choses. On peut permettre vraiment d'apaiser les personnes. On peut d'en prendre conscience. Parce que, voilà, c'est plus une prise de conscience de ce qui est dans son schéma, dans son système familial, et puis d'apaiser les choses. Et ce qu'on fait généralement dans le cadre d'un suicide, c'est vraiment... Parce qu'on a beaucoup parlé de honte, de culpabilité, et en fait tout ça, ça crée des non-dits, des secrets de famille dans certaines familles. Exactement. La Perrine, avec son beau travail, donc elle a mis en lumière quelque chose, mais c'est pas toujours le cas en fonction des familles. Donc des fois, très souvent, c'est un sujet tabou. Même aujourd'hui, même au XXIe siècle, parler d'un membre de sa famille qui s'est suicidé reste tabou. Donc on n'en parle pas, sauf que ces non-dits qui deviennent des secrets de famille peuvent avoir énormément de répercussions plus tard sur les descendants. Donc, il peut y avoir, ça s'expliquerait ensuite par des mal-être, par des dépressions qu'on n'arrive pas à expliquer. Et puis quand on creuse un peu, on réalise qu'en fait, il y avait une personne dans l'arbre qui a vécu un drame, notamment un suicide. Et l'idée des constellations familiales de tout mon travail, c'est de remettre sa place, sa juste place, cette personne-là. Et qui dit la remettre à sa juste place, c'est aussi lui donner de l'amour et de la reconnaître et reconnaître son destin et de respecter son destin et son choix. En fait, il y a une histoire de loyauté qui est fondamentale, hein, Maëlys. C'est impressionnant tout ce qu'on fait pour la loyauté, même sans le savoir, même inconsciemment. Si j'ai bien compris tout ce que vous échangez depuis le début de cet échange. Maëlys, c'est complètement hallucinant. On parle de l'amour fou. D'accord. C'est pas l'amour ouf, c'est l'amour fou. C'est ça. C'est cet amour fou. Qui peut nous obliger, mais de manière complètement inconsciente, de suivre même des chemins de vie, de faire des choix de manière totalement inconsciente, mais par respect, par loyauté envers un aïeul. Wow. Oui. La loyauté, c'est un pilier très très fort au fond de nous, au fond de soi. Tous, même si on se croit très rebelle comme j'ai l'impression de l'être, oui, c'est quand même loyal. Disons qu'une valeur est très forte. Donc si on a cette valeur-là, elle est forcément ancrée. Tout le monde n'est pas loyal. Mais si on a la loyauté, au fond de nous, c'est fort. D'accord. Et finalement, ne pas être loyal, c'est donner un coup de canif à cette valeur et c'est difficile. Enfin, c'est pas que c'est difficile, c'est difficilement supportable en fait. Parce que c'est se trahir soi-même. D'une certaine façon aussi. Exclu, pardon ? Non, on se sent pas exclu quand on... Non, mais non, juste petit non, dans sa relation... Quand on dit non. Dans sa relation à soi, en fait. D'accord. Et je voudrais ajouter aussi sur le tabou autour du suicide. Choisir de mourir, c'est renoncer, en fait. C'est déserter la vie. Et de la même façon que le soldat qui va déserter le combat revient honteux ou ne revient pas dans son village natal, c'est aussi c'est pas noble de déserter. C'est pas noble. Non, c'est pas chevaleresque. Non, c'est pas l'héroïsme. On est d'accord. Non, c'est pas l'héroïsme. D'où la honte, effectivement. D'où la honte. Or, et là, Perrine le dit dans son roman, finalement, peut-être qu'on peut adopter un autre point de vue. Et c'est un vaste débat, ce sera un débat philosophique là pour le coup, et se dire que c'est un acte courageux. C'est les graines que tu sèmes. Oui, c'est les graines que je sème. À la fin de ton roman, oui, tout Perrine, et j'en ai des frissons rien que de le dire. Parce que j'ai eu ça demande du courage. Oui, ça demande du courage. Mais certains auteurs l'ont dit, des romantiques au sens noble du terme pour le coup. Perrine Laurent, c'est la littérature là pour le coup qui répond. Heureusement que toute la littérature n'est pas d'accord pour dire que c'est un scandale et que c'est terrible, que c'est fatal, que toute ta lignée sera fichue. Enfin bon, bref, c'est un peu en mode Ancien Testament. Enfin, je plaisante à peine, mais voilà. Perrine, oui, vous êtes d'accord avec ce que Oui, je suis d'accord. Et si j'ai écrit aussi, c'est un peu entre autres pour ça, parce que des personnes qui connaissaient moins Julien, ils connaissent pas toute l'histoire familiale, tout ce que Julien a apporté. Et j'ai eu des échos comme quoi on aurait traité mon frère de lâche. Et en fait, moi, j'ai vu toute la préméditation de l'acte de mon frère, en fait, le jour de mon anniversaire. C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'il y avait des post-it jaunes partout, j'en parle de ça, de ce chapitre dans mon livre, des post-it jaunes partout sur son PC avec des annotations, tous ses écrits. Et il nous a écrit, c'était écrit, c'est mon destin. Etc. Et en fait, je me dis, il a prémédité le truc et il a dû souffrir sur la fin. Et en plus, c'est vrai, je reviens juste aussi sur les non-dits, parce que ça, on l'a pas fait. Au départ, on a un peu caché la vérité vis-à-vis même de mes enfants qui étaient un peu jeunes. Mais Julien, il nous a écrit, faites croire aux enfants que j'ai fait un arrêt cardiaque parce que le suicide, c'est la honte. Et bien ça, on n'a pas appliqué ce que Julien nous a écrit. Non. Parce que, moi j'ai dit, on a fini par dire à mes enfants que non, oui, hélas, Julien, leur tonton, il a mis fin à ses jours. Comment est-ce qu'ils ont réagi, vos enfants J'ai senti de la j'en parle aussi de ça dans mon livre, j'ai senti de la culpabilité de la part de mon fils aîné, au départ. Et en même temps, je lui ai fait comprendre, non, là, ça m'a fait mal, parce que je me suis dit, c'est pas à lui de porter sa culpabilité à ma place. Et je lui ai dit, tu sais, Maxence, culpabiliser nous ferait une double peine. Dis-toi que Julien, il est mieux là où il est aujourd'hui. Paix en son âme, il souffrait sûrement trop et que c'était la seule solution qu'il a trouvée pour arrêter sa souffrance, en fait. Justement... du coup, je suis d'accord avec Malice, parce que j'ai même des amis de l'entourage de mon frère qui m'ont dit « Moi, je trouve ça très courageux de passer à l'acte. » Et suite à le fait que j'ai posté sur Facebook, que je disais que j'ai eu beaucoup de... On va dire, les langues se sont déliées. Et il y a même des personnes qui m'ont écrit, je nommerai pas, par l'anonymat, je dirais personne, mais j'ai hésité, mais je suis pas assez courageuse pour le faire. Alors, attention, on n'est pas en train de glorifier. Non, je suis pas en train de glorifier. Que les auditeurs ne se fassent pas des films. Non. Je suis là au contraire pour éviter que des personnes passent à l'acte. Pour éviter que des personnes passent à l'acte. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas, pour lui, certainement d'autres issues. Mais j'ai eu des échos, des gens qui m'ont écrit en me disant « C'est génial ce que tu fais, Perrine, puisque moi, il y a eu beaucoup de non-dits dans ma famille, personne n'en parlait, c'est tabou, comme on disait tout à l'heure. » Et qu'en fait, il faut sortir de ce sujet tabou, puisque, en effet, comme disait Afaf tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec Afaf, des non-dits dans la famille, il n'y a rien de pire, en fait. Rien de pire. Il n'y a rien de pire. On est tous pollués par cela, évidemment. Life on Mars, point d'interrogation, David Bowie sur Radio Notre-Dame et RCF. À tout de suite. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's a freaky show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is their life on Mars? It's on America's tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clowns. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man,
l'immense, le grand David Bowie sur Radio Notre-Dame et RCF. Comment surmonter un suicide dans sa famille? Peut-on même le surmonter, hein? C'est la question que nous posons à mes 3 invités, en particulier à Perrine Laurent, qui a perdu son frère, qui s'est donné la mort en 2022, elle qui est désormais maman. Alors je rappelle, ce livre, toutes ces choses qu'on n'aura pas vécues ensemble. Alors il est disponible sur Google Books, je précise. En tout cas, il est disponible. En tout cas, oui, voilà. Oui, il est disponible. Amazon et Fnac aussi. C'est ça. Apolline Sisters, alias, c'est en tout cas votre pseudonyme d'auteur, chère Perrine. Merci d'être là et d'en parler. Afaf Hanbali est en ligne avec nous, elle qui est spécialisée en hypnose et en constellation familiale et systémique. Maëlys Pierrot, enfin praticienne, hypnothérapeute, praticienne en thérapie brève, qui suit l'école de Palo Alto, précisément. Alors, il y en a encore beaucoup de choses à évoquer ensemble. La question de l'oubli, évidemment. Non seulement, alors on pense à l'oubli en soi, la présence et l'oubli de l'être qui est parti, de l'être cher qu'on a perdu, et puis l'oubli les autres, c'est-à-dire les autres qui... Perrine, c'est quelque chose qui a été très très difficile, que vous en parlez plus. Oui. Après, c'est un peu normal. Il faut que la vie reprenne le dessus. On ne va pas ressasser l'histoire, etc. Mais je pense, comme disait Maëlys tout à l'heure, c'est qu'il y a peut-être aussi une forme de gêne, parfois, de la part de certaines personnes. Donc, en fait, mieux vaut ne pas en parler, comme ça, oui. Ouais. Et après, je ne veux pas non plus que m'identifier par rapport à ça. C'est pour ça que là, je suis là pour un peu faire vivre Julien à travers la radio. Vous avez repris votre vie. Voilà, mais j'ai repris ma vie. Ouais. Voilà, faut pas vivre qu'en fonction de nos défunts, sinon on ne vit plus. Peut-on surmonter un suicide dans sa famille? Qu'est-ce que vous répondez à cette question, par exemple, maintenant 2025? Maintenant, avec maintenant 2 ans, oui. Alors, faut se faire aider. Ça, c'est la première. Faut se faire aider par des thérapies, quelles qu'elles soient. Moi, je suis un peu anti-psychiatre. Désolée pour les psychiatres, mais parce que c'est mon choix. Moi, je préfère les médecines parallèles, plus légères, on va dire. Mais il faut se faire aider, plus profonde. Oui, plus profonde. Parce que vous venez quand même d'un monde, vous dites, vos parents, il n'y a pas de place pour les nuls dans la société, le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt. Certains, dites-vous, que ces phrases étaient très souvent répétées par votre père. Lors des repas de famille, on voit l'ambiance. Oui. Et vous dites que votre mère n'avait même pas la foi et était anti-psy. Avec ça, bonjour. C'est pas évident de se construire comme cela. Oui. Je sais pas. Oui, c'est sûr. Après, je pars du principe qu'il ne faut pas en vouloir à ses parents. Mais c'est sûr qu'on a été élevés à la dure. Ça, je le répète beaucoup dans le livre. C'était un perfectionnisme. Fallait qu'on soit parfait intellectuellement et physiquement, en fait. Un peu, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est sûr que je pars du principe que ça nivelle par le haut, mais ça fait aussi des dégâts. Je sais que Julien, parce que chacun sa personnalité, etc. Moi, je suis celle qui ressemble le plus à papa, donc je sais que parfois je peux être dure. mais je sais que Julien en a beaucoup souffert. Julien en avait beaucoup souffert, il nous a laissé des lettres, il avait beaucoup de colère envers son père, et Julien en a beaucoup souffert. Ma sœur aussi. Oui, c'est... où on montre l'amour juste par la nourriture, mais il n'y a pas de câlin, il n'y a pas d'embrassade, et un amour à froid est aussi élevé à la dure. Donc c'est vrai que les relations ont complètement changé dans votre famille. Vous vous sentez plus proches les uns des autres. Votre maman, c'est un peu mieux qu'avant. Moi, c'est pour ça que j'ai eu du mal à accepter l'acte de Julien. J'ai eu beaucoup de mal parce qu'on a déjà perdu notre père jeune. Enfin, notre père est tombé malade jeune. On avait 25 et 27 ans. Et je reconnais que Julien a beaucoup porté pour la famille. Et Julien et moi, on est devenus très, très solidaires tous les 3. De par le décès de notre papa, où maman était infirmière. Donc, on s'est retrouvés avec un patrimoine immobilier et financier à gérer, complètement démunis. Nous-mêmes, en pleine construction familiale. Et une maman, qui c'est pas son domaine, en fait. Donc, je pars du principe qu'on a porté trop jeune, en fait. Je parle de ça aussi dans le livre. Ouais. La parentification, c'est l'inversement des valeurs, en fait. Quand les enfants deviennent parents de leurs propres parents. Et on a vécu ça. C'est pour ça que j'ai fini par accepter l'acte de Julien, parce que je pense que Julien, il a trop porté pour la famille. Ouais. Et qu'à me dit, ça fait trop, en fait. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, arrivé à un certain âge. L'oubli, effectivement, Maëlys Pierrot, vous souhaitiez en parler tout à l'heure, vous me disiez, c'est une question, c'est très humain de vouloir oublier aussi. Les proches du défunt ont peur qu'on l'oublie. Ouais. Et moi, je pense... Ils ont peur de l'oubli. Alors, c'est pour ça que, Perrine, c'est super que tu aies raconté ton frère, que tu l'aies décrit, parce qu'au moins, tu consignes pour ses enfants, tes enfants et les futures générations. Ça, d'une façon, de prime abord. Exactement. Ouais. Donc, ça apaise cette peur-là, que le défunt soit oublié.
Et moi, je ne pense pas qu'on oublie. Je ne pense pas que l'entourage, les amis... C'est pas possible. Non, ils ne l'oublient pas parce que c'est un événement qui est tellement marquant. Il y a quand même beaucoup de bienveillance et beaucoup de compassion dans ces moments-là, de l'entourage, heureusement. Oui, heureusement. Donc, je pense pas que les gens l'oublient. Ouais. Mais comme il y a souvent cette gêne, ce malaise, les personnes vont éviter de communiquer. Or, il suffit d'un regard, d'un petit mot au moment des Noëls, au moment des anniversaires, au moment de un petit quelque chose qui dit on ne l'oublie pas, on n'oublie pas, et on pense encore à lui et à vous, les proches. Parce que l'inverse, souvent c'est de la maladresse, fait mal. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. T'es d'accord ? En fait, je suis tout à fait d'accord. Et la pitié fait mal aussi, d'une certaine façon, quand c'est trop. En fait, les deux font mal, non ? Je me trompe, mesdames ? Oui, la pitié aussi fait mal. Franchement, Moi, j'aime bien le mot compassion. C'est important. beau, c'est élégant voilà. et puis c'est noble. Oui, La c'est important compassion, d'avoir de humain. la compassion, de rejoindre l'autre Souffrir dans avec. sa peine et de Pleurer, en fait, oui, avec la avec personne. la personne, plutôt que d'avoir, oui, en effet, de la pitié pour la pauvre. Puis moi, je pense à votre maman. Alors, je sais que... Je sais pas si ça va vous faire plaisir, ce que je vais vous dire, mais j'imagine un petit peu vous voyez, les cancans, quoi. Ah oui, mais alors, t'as vu comment ils ont élevé leur enfant. Ça devait pas être une mère très attentionnée, etc. Ça, j'imagine. On imagine. C'est aussi pour ça que j'ai écrit, parce que même si j'ai un C'est chapitre atroce. où je suis un peu dure avec maman, je fais quand même beaucoup l'éloge de sa cuisine. C'est une femme qui s'est un peu sacrifiée pour ses enfants, hein, je vais être claire. Elle était infirmière et elle a arrêté de travailler pour d'amour, ça, s'occuper... Perrine. Oui, elle a arrêté de travailler... Faire ma Mireille Dumas, mais... Oui, tout à fait. Elle a arrêté de travailler pour s'occuper de nous. Elle avait 38 ans et s'est retrouvée retraitée à 38 ans, parce qu'infirmière, à l'époque, c'était fonctionnaire, et 15 ans de carrière, 3 enfants, elle avait le droit de prendre une retraite anticipée. Donc maman s'est sacrifiée pour nous. On n'a jamais mangé à la cantine. Elle a fait le taxi toute sa vie. Et c'est vrai qu'elle a été beaucoup là pour les devoirs, les repas, les sorties scolaires. Elle était parent d'élèves, toujours à l'appel, etc. Donc là-dessus, c'est vrai. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire, parce que même s'il y a un chapitre où je suis dure avec elle, j'ai voulu montrer quand même tout ce qu'elle apportait seule, parce qu'on avait un papa qui était très dans son boulot. D'accord. Et qui n'était pas souvent là, hein, je vais être claire. Papa, on a vécu des moments géniaux en famille, en vacances. Il nous payait toujours des belles vacances, mais au quotidien, c'est maman qui assurait toute seule avec ses 3 enfants. Ouais. Et pourtant, voilà, votre frère en colère, vous en colère... de toute façon, c'est du parasite. J'imagine que ça se résume pas en 52 minutes, quoi. Les enfants les enfants sont ingrats, et c'est sûrement le métier. Les enfants sont ingrats. Oui, et je dis ça, je cite cette phrase dans le livre, c'est sûrement le métier le plus dur, c'est être parent. Vous avez peur, effectivement, vous le disiez, on rebranche un petit peu le wagon là où on s'était quitté tout à l'heure à ce propos-là, parce que l'histoire continue, et c'est ça l'objet aussi de votre présence et de votre livre, hein, chère Perrine, toutes ces choses qu'on n'aura pas vécues ensemble. C'est une façon de célébrer le passé ensemble, les belles choses du passé, et puis pour mieux savourer les belles choses, les petites choses de l'avenir, même s'il y a ce point noir, évidemment. Tout à fait. Mais c'est un peu, c'est un peu aussi pour nous, chacun, nous aider, nous inviter finalement à savourer la vie, même si c'est dur. Bien sûr que les personnes sont de plus en plus seules, les chiffres pleuvent pour attester de cette réalité. Et pourtant, voir cette lumière dans les petites choses de la vie. Exactement. Oui, et penser aux générations futures, parce qu'il y a des enfants, nos enfants, mes neveux. Vous êtes inquiète ? Non, aujourd'hui non, parce qu'on a tellement travaillé sur nous. Aujourd'hui, non. Comment vont vos enfants ? Bien. Très bien. Ils sont très solaires, etc. En fait, ils ont une forme de résilience qui est parfois plus forte que nous. Et même les enfants de Julien, enfin, là-dessus, c'est assez époustouflant. On n'a pas beaucoup parlé, mais ils ne sont pas là. Non. Pour en parler. Mais... Non. Il y a forcément un manque. Moi, j'ai beaucoup pensé à mes neveux, parce que je trouve ça dramatique de perdre leur père à 11 et 13 ans. Il y a forcément un manque, une absence qui va être là pendant longtemps. Mais ils sont très résilients, en fait. Je les trouve très résilients, en fait, les adolescents. Ouais, effectivement. Ouais. Maëlys Pierrot, c'est fou, les ressources quand même de l'être humain, et c'est peut-être rassurant. On attaque cette dernière partie d'émission en disant que, malgré ce comble d'absurdité qu'est le suicide, qu'est le fait de mettre fin à ses jours de façon consciente,
même si on laisse derrière des enfants. Alors ça paraît cruel. Ça paraît cruel on peut pas passer à côté de cette pensée, si vous voulez. Mais malgré tout, on peut surmonter cela, Maëlys. Oui, moi j'y crois. Quand on veut, on peut. Oui. Ouais. Moi, je pense qu'on peut. Il y a une métaphore que j'utilise souvent dans mon cabinet de thérapie. C'est l'idée que une bombe, si elle est placée au bon endroit, va pouvoir détruire toute une bâtisse en quelques secondes. Une fois cette bâtisse détruite, c'est la stupéfaction, c'est la sidération. Ouais. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On ramasse les ruines, ça prend beaucoup de temps, et on reconstruit. Et ça va prendre, là aussi, beaucoup de temps. On va reconstruire différemment, mais on reconstruit une bâtisse. D'ailleurs, on est sur Radio Notre-Dame. Ouais. Hein, oui, tout à fait. C'est voilà, et Notre-Dame de Paris est toujours là, majestueuse, magnifique. C'est là où on peut dire que ce qui ne tue pas rend plus fort, mais au sens vraiment très philosophique et au sens vital, quoi. Hein, oui, finalement. Oui. Moi, j'y crois. Alors après, je suis thérapeute. C'est facile à dire, évidemment. Je suis thérapeute, donc si je disais le contraire, je ne serais pas très congruente. Est-ce que AFAF corrobore ? Est-ce que AFAF, vous partagez cette vision de la vie, au fond ? Parce que c'est une vision de la vie que nous sommes en train d'aborder à travers cette question douloureuse du suicide. Oui, tout à fait. Pour moi, je suis convaincue que tout le monde est capable de surmonter un suicide. C'est vrai que ce n'est pas forcément le deuil le plus simple. Non. Parce qu'on l'a évoqué pour plusieurs raisons, mais c'est possible. Oui, c'est possible. C'est possible. Et je pense que c'est important aussi de garder en tête que pour la personne qui le vit, on n'est pas seul. Ouais. Finalement, il y a de nombreuses familles qui ont vécu un deuil par suicide, que ce soit de manière directe ou un peu plus éloignée. Il y en a de plus en plus, c'est juste qu'on n'en parle pas suffisamment. Et donc, je remercie cette émission pour lever le voile sur ce tabou, qui reste encore tabou aujourd'hui. Ouais. Et aujourd'hui, il existe aussi des associations, il y a des professionnels, il y a des groupes d'entraide, de parole pour soutenir également. Donc, voilà. Et je pense que déjà ça, de se dire que je ne suis pas seule, je ne suis pas le seul à le vivre. C'est important aussi, ça fait aider. Et alors, c'est vrai que, vous voyez, par exemple, quand les phrases qu'on entend, qu'on peut entendre dans une famille où un frère ou une sœur met fin à ses jours, se suicide. Bon, les enfants, ou quand on pense aussi aux enfants, par exemple, qui tombent malades. Un enfant, par exemple, qui tombe malade, pas le temps de s'apitoyer sur votre propre sort, les enfants. On imagine très bien, c'est ce que je crois, hein, dit votre mère, vous racontez dans votre livre, Perrine Laurent. C'est terrible. Et ça, voilà. Et peut-être alerter aussi les parents quand ça. Faire attention à ce qu'on dit à ses enfants. Bon, maintenant, il va falloir suivre suivre l'exemple de la personne qui est partie quand il s'agit d'une maladie fulgurante. Ça, on connaît la chanson. Ça, c'est terrible pour les enfants. C'est dur parce qu'il faut ressembler au frère ou à la sœur qui est partie injustement. Ou alors, au contraire, de toute façon, voilà, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort, quoi. Oui. C'est un peu le message. Il ne faut surtout pas dire ça. Non, après, pour revenir sur ce sujet d'oubli il y a forcément, comme l'image de la reconstruction de Notre-Dame me parle par à ce que disait Maëlys. Oui, il y a forcément un avant et un après. Et c'est notamment un texto, une fois que j'avais écrit à mes neveux. On apprend à vivre avec, entre guillemets, avec ce manque. Et on apprend à vivre sans Julien. Donc il y a forcément, dans le cas d'un suicide d'un proche, que ce soit le mari, l'enfant, le frère, le sœur, on apprend à vivre avec, mais il y a un avant et un après. Il y a un avant, vous l'acceptez. Parce que je l'accepte, exactement. Et il y a une chanson qu'on a passée d'ailleurs au moment de l'enterrement de Julien, à la fin, qui est toutes nos plus belles années de Grand Cœur en Malade, où il y a des phrases qui me parlent en fait, qui disent ça. Je sais plus du coup, je retrouve plus le passage de mais c'est différent, mais on apprend à vivre avec et c'est pas grave, la vie est juste différente. Mais c'est pas de l'oublier, c'est pas de l'oublier. Mais je dois reconnaître, l'image de la reconstruction et de la bombe est belle parce que c'est vraiment ça. C'est que oui, on arrive à se reconstruire, mais il y a quand même un avant et un après. C'est comme un arbre, vous voyez, qui prend une forme différente, qui suit un petit peu
après les tempêtes, il se déforme et reprend un autre axe et il grandit, il continue à s'étoffer, quoi. Donc c'est un peu magnifique. Merci en tout cas merci pour votre présence et votre témoignage précieux. Perrine Laurent, je rappelle que vous avez écrit ce livre, toutes ces choses qu'on n'aura pas vécues ensemble, un hommage à la vie, puisqu'il y a un beau coucher ou lever de soleil sur votre livre. Merci infiniment. Afa Fanbali également, vous qui êtes, je rappelle, thérapeute et formatrice spécialisée en hypnose et en constellation familiale et systémique. Et Maëlys Pierrot, merci infiniment à vous d'être venue, praticienne en thérapie brève et hypnothérapeute dans le 17e à Paris. Voilà, l'école de Palo Alto, méthode que vous pratiquez. Merci infiniment, mesdames. Très bonne soirée à tous. Merci. Et on vous embrasse, tous les auditeurs.